tiens, tu mettras un fond un peu sympathique. J'ai pas rangé mon bureau. Ah, bah on est mieux sans le petit chauve qui gesticule là. Cette semaine, Christine Lagarde nous a confirmé son programme de rachat d'actifs à hauteur de 20 milliards d'euros par mois. Et le Conseil des gouverneurs pense qu'il faut que ça continue. Sans surprise, les taux sont restés à zéro, voire même négatifs pour les facilités de dépôt. Ce sont les banques qui déposent leur excédent auprès de la Banque Centrale Européenne. Et pour éviter qu'ils en abusent trop, on leur fait payer pour ça. Soit tu réinjectes dans l'économie réelle, soit tu payes. Concernant le PEPP, le fameux plan d'urgence pandémique, et sa petite enveloppe à hauteur de 1850 milliards d'euros, on continuera jusqu'à fin mars 2022. Alors certes, il y a de l'inflation avec l'augmentation des prix des matières premières et de l'énergie, un décalage de la reprise entre l'offre et la demande, et des effets exceptionnels dus par exemple à la fin de la limitation du taux de TVA en Allemagne. Et ben cette inflation restera probablement élevée beaucoup plus longtemps que prévu, mais si ça devient trop en surchauffe, on va commencer à resserrer les boulons. La BCE est sur le qui-vive. Dans le reste du monde, nous avons par exemple la Banque Centrale du Canada, elle, qui a arrêté, ça y est, son quantitative easing. Elle prévoit même de relever ses taux directeurs plus rapidement que prévu. Surprise! Si on regarde le dollar canadien, il n'a pas surréagi. Concernant la première estimation du PIB aux États-Unis pour le troisième trimestre, c'était cette semaine, et c'est plutôt la déception. Seulement 2%. Au deuxième trimestre, on était quand même à 6,7% de croissance. No stress! Le plan Joe Biden arrive avec ses 1750 milliards de dollars. Ça sera étalé sur 10 ans, dont un tiers est destiné à lutter contre le changement climatique sous forme de crédit d'impôt aux entreprises et aux ménages, pour installer par exemple des panneaux solaires, stocker de l'énergie, ou acheter des Tesla. Des voitures électriques plutôt américaines. En gros, des Tesla. En face de ça, on augmentera quelques impôts pour les riches, comme une petite taxe de 1% sur les rachats d'actions. Ça passera inaperçu. L'inflation aux États-Unis vendredi a été sans surprise, même si en fin de semaine, ça a plutôt contribué à pousser à la hausse le dollar américain, mais ça, on verra de manière plus précise sur la partie technique juste après. Et toutes les conséquences que ça a. Tu l'as compris, cette semaine, d'un point de vue macroéconomique, c'était plutôt mi-figue, mi-raisin. Plus de 20 milliards de dollars de bénéfices au quatrième trimestre, et c'est pourtant une déception. Et oui, ça concerne Apple. Les problèmes d'approvisionnement n'ont pas aidé. Elle aurait d'ailleurs perdu 6 milliards de dollars de revenus à cause de ça. Bref, des contraintes d'approvisionnement beaucoup plus importantes que ce qui était prévu. Après, bon, le chiffre d'affaires reste tout de même en hausse de 30%, plus de 80 milliards de dollars. Merci d'avoir acheté le dernier iPhone 13. C'est le 13 déjà ou c'est le 14 La branche de service qui inclut notamment l'App Store, en croissance de 25%. Même si à ce sujet, il y a quand même quelques enquêtes qui sont en cours, car elle prend quand même entre 15 et 30% de commission aux éditeurs d'applications. Adieu Facebook, le fameux truc de vieux, place aux jeunes. Tout le monde en a entendu parler, ça s'appellera Meta. Nouveau logo, nouveau objectif, nouvelle communication, et ça tombe quand même plutôt pas trop mal, parce qu'avec tous les dossiers pourris qui se trademarquent depuis maintenant quelques temps, fameux lanceurs d'alerte, etc., c'est pas que pour ça, c'est aussi pour montrer qu'elle change d'objectif dans un marché quand même concurrentiel. Et justement, Meta, c'est pour Metaverse, au-delà de l'univers. Donc c'est pour créer une sorte de monde parallèle virtuel dans lequel Mark compte quand même investir 10 milliards de dollars. Et c'est pas sous 10 ans là, c'est cette année. Ça représente quand même 3 mois de revenus. Et il compte bien recruter 10 000 personnes en Europe, cette fois-ci sur les 5 prochaines années. Tesla, 1000 milliards de dollars de capitalisation. Première voiture vendue en Europe. Et ça fait très mal pour les shorts. D'ailleurs, tiens, on en avait parlé, Michael Burry en mai, qui avait ouvert une énorme position short en ayant acheté des options vente pour la modique somme de plus de 530 millions de dollars. Il s'est coupé un bras. En même temps, quand l'action elle passe les 1000 dollars pour la première fois, alors pour la première fois parce qu'elle a été déjà splittée, elle a été divisée pour éviter que ce soit trop important. Bref, cette année, les shorts perdent 10 milliards de dollars. RIP à tous ceux qui essayent de trouver le point haut. La minute pédagogie avec Xavier Fenot. Oui, quand tu t'es engouffré dans un mauvais scénario, ça arrive et ça arrivera encore. Pour prendre du recul, l'une des solutions que j'utilise, c'est retourner ces graphiques. Exemple sur Tesla, est-ce qu'avec ce graphique inversé, tu as des signaux de retournement haussier? Est-ce que potentiellement, tu penses que c'est super acheteur? Est-ce qu'il est bon de chercher le point bas? A priori,
Non. Et pourtant, en 2020, près de 40 milliards de dollars de pertes sur les positions short, volatilisées. C'est pas 40 milliards de dollars de positions qui ont été ouvertes, c'est vraiment les positions ont été perdues. Ils ont donc essayé de chercher le point bas sur ce truc. Enfin, le point haut du coup. Enfin, t'as compris. Tiens, ça fait pas penser à Shiba là cette semaine. En mode, plus il y a de short, plus ça monte, plus les mecs se font arracher, plus ils short, plus ça monte. Même pour un truc qui vaut rien. Ah oui, mais on en a parlé dans le Crypto Hebdo de mercredi. Les indices américains flirtent à nouveau avec leur record historique. On a quand même quelques épisodes de volatilité et du coup ça m'incite à être beaucoup plus prudent. Je m'explique. Tu te souviens, il y a un mois, on avait exactement les mêmes problématiques macroéconomiques qu'aujourd'hui, avec les notions d'inflation, de quantitative easing potentiel, mais pour autant pas vraiment d'inquiétude technique. On avait oui une petite pression baissière, mais on avait ces gros niveaux mensuels. Tant qu'on les tenait, pas de dégradation de la tendance moyen terme. Du coup j'étais plus en mode achat sur des zones support, sur des replis, pour accompagner la tendance de fond haussière. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On est proche de la borne haute de ce large range dans lequel on est à moyen terme, même si oui, on a fait des nouveaux records historiques sur les indices américains. On a d'ailleurs eu des premières indications, je dis bien attention, des premières indications d'alerte baissière, avec, tu te souviens, ce qu'on avait évoqué dans le débrief hebdo de la semaine dernière, des clôtures daily sous les plus bas de la veille. Alors, pour le moment, ça n'a rien donné. Mais je m'attends dans ce cas-là à être beaucoup plus actif dans le cadre d'ouverture de positions short, notamment donc pour la semaine qui arrive. On le voit dans les publications d'entreprises, on voit qu'elles sont très correctes, même dans la majorité, elles sont meilleures qu'attendues. Mais dans beaucoup de rapports, on voit beaucoup de notions d'inflation, de problèmes d'approvisionnement. Et on voit que les banques centrales sont pas en train de s'inquiéter, mais disons que elles sentent que l'inflation, finalement, ce sera pas une histoire comme ça du jour au lendemain. Ça commence à devenir concret auprès des entreprises aussi. Loin de moi l'idée d'évoquer un retournement majeur de marché, que c'est le point haut, tout va s'effondrer, vite, faut acheter des pâtes et aller dans son bunker. Mais revenir au moins au milieu de ces larges ranges, ce serait pas quelque chose de dingue. D'ailleurs, on le voit en Europe que l'indice allemand DAX est beaucoup plus faible de tous les indices. L'indice IBEX également en Espagne, même si c'est vrai que, voilà, toujours pas de signal de retournement baissier, absolument pas. Ce sera quand même mon plan pour la semaine prochaine, beaucoup plus actif sur les shorts, avec ces signaux de reprise de volatilité. Et d'ailleurs, on voit sur l'indice VIX, le fameux indice de la peur, qui se reprend un peu en fin de semaine. Il faut bien entendu que ces petits signaux d'alerte qu'on a connus cette semaine avec des clôtures daily sous les plus bas de la veille se confirment. En tout cas, clairement, je prends pas le risque d'acheter maintenant. Terminé. Contrairement à il y a presque un mois, on était entre 6 et 10% en fonction des indices sous les niveaux actuels. Rien d'inquiétant, mais il faut choisir un camp et être prêt à tirer ses cartouches dès qu'il se passe quelque chose. Parce que si on commence à chercher son arme en disant tiens, ah oui, faudrait peut-être que je cherche les cartouches, etc. et qu'en fait, c'est au moment où c'est en train vraiment de bouger et de s'accélérer, bah, on sera pas prêt. Donc, autant être prêt le plus rapidement possible, même s'il faut attendre plusieurs jours avant que ça se confirme, voire d'ailleurs peut-être même plusieurs semaines. C'est un plan que je vous partage, vous en faites ce que vous voulez, mais au-delà de faire votre propre opinion, je pense qu'il faut avoir un seul plan, un seul biais, une méthode d'intervention, une unité de temps à privilégier, plutôt que d'essayer d'anticiper à chaque fois avec des flèches en haut, des flèches en bas, le marché il va faire ça, après il va monter, après il va baisser, nanana. Ça ne sert à rien concrètement. Sinon, l'or et l'argent sont flat cette semaine. Deux petits renforts d'ailleurs que j'ai réalisés cette semaine sur le Silver, mais sans grand intérêt. Il n'a pas réussi à remettre un coup de rein et un nouveau flux acheteur après être sorti de cette phase de tendance baissière qui était en place depuis le début du mois de juin. La faute à qui? Au dollar américain qui s'est un peu ressaisi. Je reste quand même à l'achat à moyen terme sur les deux, que ce soit sur l'or ou sur l'argent. Et le ralliement de gros objectifs qu'on a réalisé par exemple sur l'argent, lui que je travaillais particulièrement à l'achat au travers de renforts, a permis de sortir quasiment l'intégralité de ces renforts, garder la main pour pouvoir reprendre à l'achat plus bas si on a à nouveau des signaux positifs. Stratégie de vente sur l'euro-dollar que j'ai partagé en début de semaine dès le lundi sur cette zone des 1,60 sur des signaux baissiers H4. Début de semaine, je l'ai loupé et vendredi, il a redonné un signal dans cette zone, alimenté aussi par la poussée du dollar américain en fin de semaine. Flash crash mercredi qui a permis de buy the dip dans le sens de la tendance de fond et comme d'hab, ce sont des petites mains surexposées en effet de levier qui nettoient le marché, créent des mèches de partout et ils se font rincer. Pas de retournement de tendance sur le Bitcoin qui tient bien cette zone support entre les 58 000 et 60 000 $, soutenu également par la MM20 Daily ici en bleu. L'Ethereum lui reprend du poil de la bête en inscrivant lui des nouveaux records historiques. On le voit également avec le ratio ETH-BTC qui est en train de se reprendre. À la défaveur de la dominance du Bitcoin
Bitcoin qui s'est heurté à cette fameuse zone de résistance, et on en avait parlé, des 48-50%. C'est une zone de résistance alors que la tendance de la dominance du Bitcoin depuis maintenant un certain temps est baissière. On continue à travailler à l'achat certaines cryptos car les départs se sont de plus en plus sélectifs. Preuve en est, en fin de semaine avec Rodolphe, c'est absolument indécent, il a touché Mana, elle s'est envolée de quasiment x2 dans la foulée. Comme je l'évoquais, peut-être on n'aura même pas de alt season, c'est-à-dire un départ de tous les altcoins d'un coup, car on le voit, la capitalisation totale hors Bitcoin et hors Ethereum est toujours bloquée. Pour autant, ça ne veut pas dire que rien ne bouge. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler du crypto picking, l'équivalent du stock picking sur les actions. La majorité finalement ne bouge pas, il y en a toujours 2-3 qui partent et d'autres prennent le relais, etc. Pour plus de détails, vidéo du Crypto Hebdo de mercredi. Ah oui, et check ton compte crypto, hein, on sait jamais. Tu fais peut-être partie de celle ou celui qui a oublié qu'il avait acheté du Shiba en août l'été dernier. Bah oui, les 8000 $ de Shiba. Bah ça s'est transformé depuis en 5,5 milliards de dollars. Et fais pas genre c'est virtuel, hein. On l'a vu avec ton adresse là. Ah ouais, c'est chaud. C'est le moment de liker, ça fait toujours plaisir. Et surtout, passe un très bon dimanche. Ciao!